Avant de démarrer, peut-être vous donner à voir le programme de ce webinaire. Nous allons dans un premier temps aborder les enjeux de la négociation collective en vous donnant quelques données à la fois nationales et régionales sur le sujet. Nous reviendrons, et ce sera l'occasion pour Rémi de présenter les résultats d'une consultation régionale que nous avons menée en 2025 sur le sujet. Nous aurons la chance d'entendre les représentantes de l'association Alteris qui viendront partager avec nous leur expérience en matière de négociation collective sur la QVCT. Et bien évidemment, nous aurons quelques temps jalonnés de questions-réponses et vous pourrez, pour ce faire, poser vos questions à nos à nos témoins, pardon. Avant de démarrer, peut-être quelques éléments de consigne pour un bon usage des outils à votre disposition. Comme nous sommes sur un format webinaire, vous avez accès évidemment à un réglage du son et aussi de l'image. Si toutefois les choses n'étaient pas satisfaisantes, vous pouvez directement vous adresser à notre collègue Estelle Bourgeon qui est en appui technique de ce webinaire. Pour les temps des questions, vous avez dans votre barre de tâches, d'outils, un onglet questions Q&R, questions et réponses, et c'est par ce biais-là que nous vous invitons à procéder à vos questions. Alors, peut-être avant de démarrer sur le fond, vous présenter rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail et plus largement l'Agence nationale, quelques mots sur l'ARACT. L'ARACT est issu donc d'un réseau national qui a été créé il y a 50 ans, l'ANACT, donc, qui est un établissement public administratif sous tutelle du ministère du Travail et qui est géré à la fois par l'État et les partenaires sociaux représentatifs. Il est composé d'un siège national situé à Lyon et de 16 délégations régionales dont nous sommes les représentants ce matin. Notre mission principale, améliorer les conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail, mais aussi sur les relations sociales en général, à savoir effectivement les relations professionnelles et le dialogue social. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons des missions et une activité centrée sur 5 priorités thématiques. La promotion de la qualité de vie et des conditions de travail, les questions d'inclusion et de sécurisation des parcours professionnels, notamment la question de la prévention de l'usure professionnelle, les questions de transition et de conditions de travail au sens transition numérique, démographique, mais aussi écologique. Et enfin, le soutien au dialogue social, qui est donc l'objet de notre webinaire de ce matin. Et de manière très transversale, nous avons un axe aussi prioritaire sur les questions d'égalité femmes-hommes et de conditions de travail. Un petit temps avant de passer à notre consultation régionale pour vous donner quelques enjeux que nous percevons autour du sujet de la négociation collective, des enjeux qui se posent au travers de résultats d'un certain nombre de données à la fois nationales et régionales. Et puis nous vous donnerons à voir quels sont pour nous les enjeux autour de ce sujet aujourd'hui. Alors, sur un plan national, si l'on regarde de manière un peu longitudinale les données qui sont à notre disposition et qui sont, je dirais, capitalisées ou en tout cas agrégées par la Direction générale du travail, c'est que sur ces dernières années, en tout cas depuis 2022, on constate un léger recul du nombre d'accords d'entreprise, avec bien évidemment une diversité des modes de conclusion. À savoir effectivement quels sont je dirais à la fois les négociateurs et les modalités utilisées par les négociateurs pour aboutir à des accords collectifs. Pour un petit focus sur les entreprises de moins de 50, puisque les réformes récentes permettaient notamment aux entreprises de moins de 50 salariés je dirais, d'accéder à cette modalité de négociation, à cette modalité, pardon, de dialogue social. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a un léger recul, une légère progression, pardon, non, un léger recul, je vais y arriver, pardon, entre 2023 et aujourd'hui, puisqu'on passe de 35% de textes négociés en entreprise contre 48,7% en 2023.
S'agissant effectivement des modalités, les accords ou les avenants collectifs sont majoritairement des textes qui sont négociés et signés par des délégués syndicaux, des élus de CSE ou encore des salariés mandatés, avec là aussi un léger recul entre 62% en 2023 et 61,3% en 2024. Et enfin, sur la totalité des textes, les textes restent majoritairement négociés par des délégués syndicaux. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on peut voir, c'est aussi un recul qui est relativement cohérent avec le national, mais qui en tendance est plus marqué, puisque sur ces dernières années, tant au niveau national, il y a un recul de 4,7% des accords conclus en entreprise, alors qu'il est quand même de 10,7% en région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le sujet des conditions de travail, puisque c'est quand même l'objet qui nous intéresse ce matin, nous avons regardé effectivement l'évolution nationale de ce sujet de négociation. Bien évidemment, le premier thème de négociation en entreprise reste massivement la question de l'épargne salariale. Le thème des conditions de travail reste à un niveau faible, même s'il progresse de 2 points entre 2023 et 2024, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, passant de 5,7% en 2023 à 7,7% en 2024. Sur la dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes, même constat, hein, une dynamique qui est globalement identique, puisque en 2023, nous étions à 5,5% pardon, de négociations sur le sujet des conditions de travail, et nous passons en 2024 à 6%. Alors peut-être pourquoi nous nous sommes intéressés à ce sujet en Auvergne-Rhône-Alpes et pourquoi nous avons mené une investigation en 2025 sur le sujet. Nous sommes partis évidemment des constats d'évolution de la réglementation, hein, de la législation, hein, puisqu'en 2016, il y a déjà eu une première progression du sujet en lien avec la loi de modernisation du dialogue social et la sécurisation des parcours, hein, et les ordonnances travail de 2017 ont impulsé aussi une forme de dynamique, puisque elle a permis aux entreprises de pouvoir négocier plus largement sur la diversité des sujets, élargissant effectivement les possibilités de négociation en impulsant des nouvelles modalités de négociation, notamment la question du référendum aux 2 tiers. Donc, fort de ces constats, ça pouvait laisser à penser que la négociation pouvait être un outil de résolution d'un certain nombre de situations de travail et situations notamment de problèmes, comme par exemple source de risques psychosociaux en entreprise, et qu'il serait saisi par les entreprises pour en faire un vrai levier. Un levier du dialogue social, effectivement, pour faire face aussi à de nombreux défis auxquels les entreprises ont dorénavant à faire face. À la fois les transformations constantes, bien sûr, les mutations, j'en ai un petit peu parlé, un numérique écologique, mais aussi démographique, les difficultés de recrutement, et ainsi construire des équilibres socio-économiques soutenables. Mais fort des constats statistiques, hein, la négociation collective est une modalité de dialogue social et de construction d'un cadre collectif qui reste quand même peu investi par les négociateurs en entreprise. Et c'est pour ça que nous avons souhaité, en Auvergne-Rhône-Alpes, essayer de comprendre quelles pouvaient être les perceptions des acteurs du dialogue social sur ce sujet, à la fois la négociation collective, mais aussi la question des conditions de travail, leurs pratiques concrètes, mais aussi les enjeux, voire les difficultés ou les freins qu'ils pouvaient rencontrer dans leur pratique. Je passe la parole à Rémi. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme le disait Magali, je vais vous présenter les résultats d'une enquête, enfin voilà, d'un questionnaire en ligne que nous avons diffusé il y a maintenant un an voilà, par différents canaux sur le sujet de la négociation. C'est une enquête voilà, que nous avons diffusée en ligne en 2025. C'était dans le cadre d'un partenariat que nous conduisions avec l'association Sésame Auvergne-Rhône-Alpes qui malheureusement entre-temps a dû fermer. Mais voilà, donc c'est à travers aussi son relais que l'enquête a pu être diffusée. Alors voilà, ça reste une enquête modeste à travers les moyens qu'on a de diffusion de diffusion, une capacité à mobiliser les répondants. Donc voilà, on ne prétend pas qu'il y a en termes de quantité de répondants et de quantité des répondants, on soit très très carré. Mais voilà, c'est une enquête qui nous paraissait intéressante par rapport à d'autres données quantitatives qu'on peut trouver, dans le sens où on essaie d'aller explorer d'autres sujets peut-être moins explorés par les grandes enquêtes nationales ou voilà,
plus institutionnelle. On a exploré des sujets sur le lien avec les contextes sociaux, sur la perception que les acteurs ont du sujet de négociation, sur les pratiques et sur le lien avec les conditions de travail. Alors, l'enquête, enfin, voilà, là, je vais présenter un peu quelques éléments de restitution, mais est en ligne là depuis ces derniers jours, en fait, un document qui synthétise les principaux résultats de cette enquête. Donc, si vous voulez approfondir, vous pourrez télécharger. Nous vous communiquerons le lien en fin de webinaire. Alors, juste une diapo sur voilà, sur les répondants. Alors, en termes de secteur, c'est assez varié. Voilà, c'est pas forcément représentatif, mais c'est quand même assez varié à la fois avec secteur industriel, secteur associé, secteur service, secteur associatif et secteur marchand. Enfin là, donc c'était secteur public. Donc c'était quand même assez varié. Par contre, en termes de taille de structure, effectivement, il y a une surreprésentation des entreprises voilà, de taille importante, avec 45% d'entreprises de plus de 250 salariés et 55% entre 11 et 250, mais même là également une surreprésentation des plus de 50 dans ce 55. Voilà, et donc peut-être un double biais, donc in fine, dans l'enquête. Si je commence par la deuxième puce, ce premier biais qui est des entreprises plus grandes que la moyenne et aussi des répondants un peu plus syndiqués que la moyenne, mais bon, c'est lié, c'est sans doute un corollaire de cette entreprise plus grande. Et par ailleurs, voilà, on a plus réussi à toucher les représentants du personnel que les employeurs ou représentants syndicaux. Voilà, 85%, 15%. Donc, je ferai allusion peut-être à deux, trois fois aux employeurs, mais considérez que ce qu'on vous présente, c'est tendanciellement les regards de représentants du personnel ou représentants syndicaux d'entreprises de taille moyenne. En fait, voilà, en tendance, c'est ça qui va être, voilà, qui correspond au résultat qu'on a obtenu. Alors, on commençait par des questions pour caractériser un peu le climat social des entreprises. Voilà, tel que perçu par les répondants. Donc, bon, quand même, globalement, plutôt un climat social, voilà, plutôt un regard un peu négatif ou mitigé sur le climat social. Donc, 57% des répondants jugeant le climat social tendu ou plutôt tendu, et plus encore, 67% estimant qu'il s'est plutôt dégradé ces 3 dernières années. Voilà, ça plutôt, enfin, principalement entre hiérarchie et salariés, mais malgré tout, les scores sont aussi importants entre salariés enfin, ou entre services et entre direction et représentants du personnel. Donc voilà, un peu à tous les niveaux, un climat social tendu. Euh, et également enfin, de manière assez massive, en fait, on questionne un petit peu voilà, l'existence de dysfonctionnement, perception de dysfonctionnement dans l'entreprise. Et là aussi, 81% des répondants renvoient voilà, l'existence de dysfonctionnement. Là, peut-être juste un point sur les employeurs, sur cette diapo-là. Sur la première question sur le climat social, les employeurs, les quelques employeurs qui ont pu répondre avaient une vision quand même sensiblement plus positive sur cette question-là. Et étonnamment, sur la question du dysfonctionnement, par contre, c'était assez cohérent avec les représentants du personnel. Donc, ils acceptent l'idée qu'il y a des dysfonctionnements, en fait, et par contre, ils voient quand même plus le côté où le climat social reste correct dans leur entreprise. Alors, ceci étant dit, par rapport à la perception du climat social, une grande majorité de répondants ont quand même plutôt voilà, une vision d'un dialogue social qui reste de bonne qualité dans l'entreprise. Alors, voilà, ce chiffre-là peut paraître voilà, enfin, plutôt positif, nous semble-t-il. Euh, Toutefois, il peut être relativisé de deux manières. Une première manière qui n'est pas indiquée là sur la diapo, en fait, qui est que voilà, telle qu'était formulée la question, il y avait le choix entre deux qualités, de bonne qualité, de très bonne qualité. Voilà, la plupart, en fait, plus de la moitié de 72%, c'était plutôt le verre à moitié plein, on va dire, qu'une vision très très positive du dialogue social, et que pour 30%, une vision vraiment positive. Alors, environ 40% une vision verre à moitié plein, et pour 30%, une vision vraiment positive du dialogue social. Une deuxième manière de relativiser ce point de vue, c'est qu'après, il y avait des questions plus ouvertes avec voilà, possibilité de faire des commentaires et qu'il y avait quand même pas mal voilà, de manques ou de marge de progrès, suivant comment c'était formulé, mais c'était les mêmes idées, mais formulées de manière positive ou un peu plus critique, voilà, sur la qualité du dialogue social. Et alors, bon, là, c'est un peu notre découpage habituel au sein du réseau NACT de voir le dialogue social à travers trois piliers qui seraient la relation, les processus et les contenus.
Donc, pour vous donner non pas les verbatims, mais des éléments qu'il pouvait y avoir sur la relation, enfin, les verbatims voilà, utilisaient les mots écoute, ouverture, transparence, respect, défiance, voire même le mot honnêteté. Voilà, donc ce type de choses qui revenaient dans les verbatims. Ça, c'est plutôt pour le côté relation. Pour le côté processus, voilà, il y avait des choses autour d'échanges in fine peu productifs, sur un manque de co-construction de la négociation ou des solutions, des remarques aussi sur le processus de décision. Voilà, donc différents verbatims qui renvoyaient un peu à ces idées-là. Et sur le contenu, c'était plutôt des remarques sur la maîtrise des sujets, aussi sur la qualité des informations obtenues de la part des dirigeants. Voilà, donc un bilan global qui peut paraître positif autour de 72%, mais beaucoup de bémols à travers d'autres questions ou à travers les verbatims. Alors, nous questionnons, donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la perception que pouvaient avoir les acteurs sur le sujet de la négociation. Donc là aussi, un peu la même principe que sur la diapo précédente. Sur des questions un peu introductives, il y a ça renvoie quand même une vision assez ambitieuse voilà, des répondants sur le processus de négociation. Par exemple, 82% soulignent que c'est de nature à inscrire les choses dans la durée par rapport à d'autres processus de concertation dans l'entreprise. Et 80% renvoient que c'est un cadre partagé enfin, permettre de construire un cadre partagé sur les nouveaux enjeux ou les sujets complexes. Voilà, et même sur d'autres aspects, sur favoriser l'adhésion de l'ensemble de l'entreprise, etc. Il y a quand même plutôt des choses très positives renvoyées en principe sur la négociation. Alors, de nouveau, ce point-là peut être enfin, relativisé de deux manières. La première qui n'est pas indiquée sur la diapo, c'est que ce qui a malgré tout arrivé en tête, c'était que le premier processus premier levier de négociation, enfin, ou moteur de négociation, c'était les obligations de négociation. Donc ça vient un peu relativiser le fait qu'on négocierait parce qu'on y croit vraiment. Et par ailleurs, l'autre point, de nouveau, à travers d'autres questions, et puis surtout les verbatims, enfin, voilà, ça venait souligner un petit peu toutes les difficultés qu'il y a à négocier sur voilà, de nouveau des verbatims qui renvoyaient voilà, des questions autour du rapport de force, de la relation représentant du personnel, direction, l'engagement insuffisant de la direction, sous-entendu, l'affaiblissement des syndicats, le manque de temps, de méthode, euh, un manque de culture de concertation dans l'entreprise et aussi, in fine, d'autres verbatims qui renvoyaient sur que le tout produisait des accords limités ou peu mis en œuvre ou peu connus des salariés. Voilà, donc plutôt quand même un regard assez mitigé sur la réalité de la négociation. Moi, ce que ça me faisait dire, en fait, voilà, sur les deux, et c'est peut-être intéressant, peut-être aussi dans nos accompagnements, c'est qu'il y a voilà, une vraie adhésion au principe de négociation sur le principe, mais peut-être un désintérêt de par la pratique. C'est-à-dire que l'expérience bon, voilà, est tellement mitigée que peut-être ça n'incite pas toujours à le reproposer ou à insister ou à le retenter sur des sujets non obligatoires. Euh, Au-delà à côté de ces aspects de perception voilà, sur le principe de négociation, nous questionnions donc les pratiques, voilà, les pratiques existantes dans les entreprises. Donc là, le principe du questionnaire, en fait, était, il y a voilà, un certain nombre de sujets voilà, que bon, assez classiquement, en général, et assez classiquement par le réseau ANACT, en fait, où on envisage comme étant des éléments d'un bon processus de négociation, et on demandait à chaque fois aux répondants comment ils percevaient si ce sujet était existant et satisfaisant, existant et à améliorer, inexistant et à développer, ou inexistant, mais c'est pas prioritaire de le développer. Et voilà. Et donc, sur la grande majorité des sujets, la réponse qui était dominante, souvent avec des chiffres de l'ordre de 60%, c'était existant mais à améliorer. Voilà, par exemple, sur le fait d'avoir négocié un cadre commun élaboré en amont, sur le fait de partager des informations nécessaires à la négociation, sur le fait de modalités d'animation permettant la qualité des échanges, le lien avec les salariés, la prise en compte des liens avec les conditions de travail, modalités de suivi des accords. Alors, sans doute, peut-être vous-même, enfin voilà, je ne sais pas les fonctions que vous avez, mais peut-être les personnes qui seraient en accompagnement d'entreprise, peut-être
Voilà, on a parfois l'idée que certains de ces aspects-là ne sont pas si développés que ça. En tout cas, voilà, selon les répondants, ils avaient plutôt l'idée que c'est des choses qui étaient quand même existantes mais qui étaient à améliorer. Et puis, il y avait quand même quelques sujets où la réponse inexistant et souvent à développer, inexistant et à développer, était sinon majoritaire, du moins quand même assez conséquente. Voilà, donc les trois sujets où c'était le cas, donc la case inexistant et développé était particulièrement, enfin, plus important, plus élevé que la moyenne. C'était sur le fait de réaliser en amont un état des lieux concerté, ce qui pourtant, enfin voilà, en tout cas pour ce qui me concerne, me paraît comme l'un des éléments, l'un des piliers majeurs du processus de négociation. En fait, le fait de commencer par se mettre un peu d'accord sur les constats à minima. Deuxième élément où 41% des personnes renvoyaient que c'était inexistant et à développer. Il y avait encore quelques-uns qui disaient que c'était inexistant, mais pas forcément prioritaire. Mais en tout cas, 41% inexistant et à développer sur le fait de se former sur les sujets nouveaux ou peu maîtrisés. Donc là aussi, c'est quand même un point important si on va négocier sur un sujet qu'on connaît peu ou un peu nouveau pour l'entreprise. C'est vrai que ça peut paraître intéressant de se former séparément ou conjointement entre représentants du personnel et direction. Et enfin, le troisième, qui était un peu moins, mais 34%, malgré tout, des personnes disaient inexistant, qui était se former au processus de négociation. Enfin, nous questionnions voilà, les liens, voilà, comme on l'a vu précédemment, en fait, hein, à travers les données que rappelait Magali, en fait, le sujet conditions de travail est peu, mais souvent, en tout cas, apparaît dans les enquêtes d'ARES comme le parent pauvre un peu des négociations, voilà, au-delà de la négociation obligatoire. Donc cet aspect-là ressort bon, assez clairement dans les questions qu'on posait. Euh, il y a une question où on posait, enfin, voilà, sur les sujets qui vous paraissaient à fort enjeu dans l'entreprise. Et voilà, les RPS et la charge de travail faisaient partie des sujets voilà, qui apparaissaient, alors, encore une fois, aux yeux des représentants du personnel et des délégués syndicaux comme étant parmi les sujets ayant les plus forts enjeux dans l'entreprise. Et pourtant, voilà, on pose la question, voilà, quels sont les sujets qui ont fait objet de négociation au cours des 3 dernières années? Et seulement 13% disaient avoir une négociation voilà, abordant le sujet des RPS au cours des 3 dernières années et 8% le sujet charge de travail. Euh, et alors, c'est pas dit, mais je me replongeais un petit peu là, dans les données brutes de l'enquête hier, en fait, et en fait, ça pourrait presque se généraliser sur d'autres sujets. Alors, il y avait des sujets où c'était un peu cohérent. Par exemple, la rémunération, c'était à la fois un sujet à fort enjeu et un sujet souvent négocié. Mais ça pouvait se généraliser sur d'autres sujets. Par exemple, je remarquais que l'attractivité était aussi un sujet souligné par les répondants comme un fort enjeu et enfin, plutôt parmi les sujets ayant le plus fort enjeu et plutôt parmi les sujets faisant peu l'objet de négociations. Et alors à l'inverse des sujets comme temps de travail voilà, dont l'enjeu était un peu, enfin voilà, était important, mais enfin était quand même un peu relativisé par rapport à d'autres sujets dans la question sur le niveau d'enjeu, et qui pourtant faisait partie des sujets qui étaient le plus souvent négociés. Donc, voilà, donc ça renvoyait qu'il y avait un relatif voilà, delta entre les sujets à fort enjeu et les sujets plus souvent négociés, bon, voilà, du fait aussi des négociations obligatoires. Euh, sur un autre plan, on questionnait aussi sur voilà, les autres modalités qui pouvaient voilà, exister. En fait, enfin, on posait la question même plus généralement en fait, de où ces sujets pouvaient être traités par ailleurs. Donc, ce qui était renvoyé de manière assez importante, c'est que beaucoup de ces sujets-là étaient traités à travers à travers les services RH enfin, l'encadrement ou les services RH ou les services prévention, et que c'était l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle ces sujets étaient peut-être moins traités. Mais après, on questionnait sur est-ce qu'ils étaient également traités sous un angle participatif. Et là, pour le coup, alors, bon, je ne sais pas comment on peut interpréter les chiffres de 29%, 26%, 24%. On peut voir là aussi que c'est pas si mal que ça, mais en tout cas, voilà, l'idée était plutôt que c'était traité par des services voilà, managériaux ou les services RH ou prévention, mais seulement dans 29% des cas, c'était des sujets qui faisaient l'objet
de concertation avec les salariés ou enfin, de groupes de travail participatifs. Euh, voilà, donc aussi un sujet des sujets qui sont peu négociés, mais aussi des sujets qui sont peut-être plus globalement peu discutés de manière collective dans l'entreprise. Je m'excuse, je suis passé rapidement sur il y avait des questions enfin, sur les raisons pour lesquelles les sujets du type enfin, conditions de travail, RPS, sur le travail, etc., étaient moins traités que d'autres. Donc, il y a la première, ce qui arrivait en première réponse, c'était ce que j'évoquais précédemment sur le fait que c'était des sujets traités par ailleurs par les services RH ou prévention. Et ce qui arrivait également derrière, c'était de nouveau enfin, ces aspects, que c'était des sujets, voilà, enfin, tout ce qu'on a dit avant sur la culture de la négociation ou sur le contexte social dégradé. Voilà, donc c'est aussi des choses qui font que c'est des sujets plus difficiles à travailler dans ces contextes sociaux dégradés ou dans un manque de culture de dialogue social et de négociation. Et à travers les verbatims, plus qu'à travers ce qu'on proposait, ressortait aussi le fait que c'était des sujets intrinsèquement complexes, donc qui peut-être aussi pouvaient freiner le fait de rentrer en négociation, et le fait que c'est des sujets, voilà, des sujets qui étaient plus en lien direct un petit peu avec les enjeux de production, de productivité, de performance, et que donc c'était des sujets, voilà, pas simple en soi sur le fond et pas simple à négocier, à négocier voilà, de manière paritaire sur des sujets aussi ancrés dans la vie de l'entreprise. Alors peut-être pour conclure, voilà quelques éléments voilà, qui nous paraissent ressortir de ça. En fait. Donc il y a peut-être surtout les aspects de formation en fait, voilà, qui peuvent sur lequel on est amené à conduire. Donc, bah, sans doute, il y a des choses à retravailler. Si on reprend les trois piliers que j'évoquais, de relations, méthode et contenu, bah, on voit qu'il y a des manques de formation sur les trois piliers, sans doute, quoi, sur la relation, peut-être à travers, par exemple, le principe de formation conjointe voilà, ou des temps de travail, plus de temps d'accompagnement conjoint. Sur les méthodes, là aussi, manque de formation. Et sur les contenus, bah, peut-être des formations un peu dédiées à ces partenaires sociaux sur les sujets qui peuvent être jugés plus complexes. Et au-delà de l'aspect formation, sur l'aspect relation, bah, il y a peut-être voilà, comment renforcer les possibilités d'accompagnement là où les relations de travail seraient dégradées. Voilà, il y a des offres, enfin, ces accompagnements voilà, par des tiers, voilà, vraiment qui mettent l'accent sur le côté de la relation ou de renouer le dialogue dans l'entreprise. Donc, à voir si c'est des choses qui seraient aussi à être plus proposants sur ce type d'approche lorsque on perçoit que les relations sont dégradées. Sur la méthode, voilà, peut-être réinsister sur un peu des éléments un peu majeurs comme le diagnostic, enfin l'état des lieux partagés. En fait, on voit que c'est quand même un ingrédient de méthode qui est finalement assez peu présent en fait. Et voilà, donc à travers différents canaux d'accompagnement, y compris sur d'autres sujets que la négociation ou d'autres contextes de négociation, réinsister sur cet aspect-là. Et puis après, un dernier point, en fait, par rapport à ce que j'évoquais, où cette différence entre un intérêt sur le principe et un désintérêt un peu en pratique de par le vécu autour de la négociation, bah, peut-être, voilà, je ne sais pas comment on pourrait essayer d'être plus proposant sur des formes d'expérimentation, voilà, sur des sujets peut-être voilà, propices, essayer voilà, d'accompagner des formes de négociation, histoire de générer de l'expérience positive sur les négociations hors NAO. Je te repasse la parole, Magali, ou je ne sais pas, après, s'il va y avoir tant de questions prévues. C'est tout à fait ça, Rémi. Merci en tout cas pour cette restitution de la consultation régionale. Nous avons un petit temps de questions, réactions suite à la fois la présentation des données nationales et régionales. Peut-être je vais répondre en direct d'ailleurs à une question qui a été posée il y a un petit temps de cela sur les données justement présentées en amont sur les négociations conditions de travail. Donc effectivement, dans le support, il y a des éléments sur la question est, pardon, quelle est la part du télétravail dans les sujets de conditions de travail? Donc en tout cas, sur les données régionales, vous avez la part et puis s'il est nécessaire, nous pourrons rajouter effectivement la part que représente le sujet du télétravail dans les négociations
sur le champ des conditions de travail, à savoir qu'effectivement, le télétravail et le droit à la déconnexion est le sujet, je dirais, majoritaire dans les données nationales, voire régionales, qui sont hébergées sur le thème des conditions de travail. Donc n'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure en introduction, à utiliser le petit bouton que vous avez sur la barre de tâches pour poser vos questions à Rémi ou à moi suite à la présentation. Alors, on a des questions qui arrivent. La première porte sur effectivement les sujets qui sont traités, notamment les sujets RPS et charges de travail, hein, qui comptent, en tout cas dans la restitution de notre consultation régionale, respectivement 13 et 8% dans les négociations collectives. L'interlocuteur interroge effectivement le fait d'investiguer, en tout cas, la proportion que représenteraient aussi les expertises ou les contentieux prud'homaux. Donc là, à cette question-là, je dirais que nous n'avons pas la réponse puisque ce n'est pas un champ qu'on a investigué dans la consultation, mais en tout cas, le lien est assez intéressant, effectivement, de voir peut-être par rapport à ces sujets-là, comment cela, je dirais, a un impact aussi sur l'expertise, en tout cas les questions d'expertise des CSE, par exemple, et puis les questions des contentieux prud'homaux. On pourra regarder cela. Alors, sur les pistes d'amélioration, peut-être Rémi, tu en as dit quelques mots. Il y a une question autour de cela. Sinon, il y a des choses à aller regarder si cela vous intéresse. Là, effectivement, on n'a pas mis l'accent nécessairement dans le support sur les pistes d'amélioration, mais dans le document qui est donc accessible en ligne. euh, Là, tout de suite, vous avez des repères sur lesquels on propose effectivement des pistes d'amélioration relativement globales. Mais peut-être, Rémi, tu veux dire deux, trois mots sur ce sujet-là? Bah, bon, après, les pistes d'amélioration, effectivement, c'est sur toutes les questions, enfin, en tout cas, que, encore une fois, je reprends ces trois piliers que représentera aussi plus en détail à la fin Magali, qui est sur les relations, les méthodes et les contenus. Donc, aussi bien sur, voilà, pour reprendre le plus simple, sur les méthodes et les contenus, il existe voilà, enfin, voilà, un certain nombre de guides, de guides présentant les repères ou des démarches sur ces aspects-là. Donc, effectivement, ben, c'est comment, voilà, comment renvoyer aux entreprises enfin, à travers des accompagnements ou d'autres formes de formation des différents acteurs en fait, sur ces différents pistes d'amélioration qui sont cohérents avec ce que eux-mêmes renvoient comme étant des pistes à améliorer. Donc là, c'est le côté, le fait qu'il existe de la ressource quand même auquel on peut renvoyer les acteurs. Et puis après, je disais voilà, je pense qu'à travers ce qui était évoqué, je pense que alors, ça peut, non pas, ça donne pas de solution miracle, mais ça peut peut-être infléchir certains contenus justement de formation ou certains peut-être manques d'offres de formation sur certains sujets, et donc qui pourraient être développés ou promus pour celles qui existent. Euh, voilà. Et puis après, alors, c'est sur l'aspect formation. Et puis après, comme je disais, sur l'aspect accompagnement, je ne suis pas si certain que ça, que dans l'accompagnement, dans les accompagnements qui peuvent être proposés aux entreprises, l'aspect négociation ou quelque chose qui tirerait un petit peu, qui ferait passer quelques crans sur ces questions-là, ou des ingrédients du processus de négociation sont toujours si présents que ça. Donc, voilà, peut-être, voilà, c'est les améliorations, c'est promotion des offres ou des outils enfin, de formation et des guides existants, et mais sans doute aussi enrichissement des contenus de formation et des offres d'accompagnement à tous les niveaux et par tous les acteurs qui proposent de la formation ou des accompagnements, qui permettraient peut-être d'aider à passer des petits crans sur des petits paliers sur ces questions-là. Je pense qu'il y a des choses à améliorer dans les formations et dans les accompagnements proposés par l'ensemble des acteurs, y compris nous, sur ces sujets-là. Merci, ben ça fait le lien, François, pardon Rémi, avec une question que nous avons dans le chat sur justement les questions de formation. Donc on pourra vous donner des informations. Il faut savoir que, il existe notamment par l'INTEFP la possibilité d'accéder, en tout cas quand les acteurs le souhaitent, à des formations conjointes faites par donc l'Institut national de formation
qui forme à la fois de manière paritaire, évidemment, hein, il y a deux types de formation, un format négo et format dialogue, qui permet effectivement, de manière conjointe, les acteurs d'être formés, notamment sur les processus, hein, à la fois de dialogue social, mais aussi de négociation collective. Il y a bien sûr c'est des offres privées, en tout cas par des intervenants du secteur du conseil et de la formation qui proposent un certain nombre d'offres de formation. Et puis après, comme le disait Rémi, hein, ne pas, enfin, en tout cas, il y a un intérêt à regarder aussi les offres de formation plutôt thématiques, puisque l'intérêt, c'est de faire toujours les liens, a fortiori sur les sujets de conditions de travail assez complexes à appréhender, de faire les liens entre les processus et les contenus. Euh, sur la question de l'évaluation qualitative, donc on a une question, peut-être la préciser, y a-t-il une évaluation qualitative, par exemple, sur le type de mesures qui sont prises dans la prévention des RPS? Alors, est-ce que la question vise à demander, enfin, en tout cas, pardon, c'est pas forcément très clair, s'il y a une évaluation qualitative des processus de prévention des risques psychosociaux? Alors, si c'est ça, Si c'est la là, question, si effectivement la question c'est parce que je renvoyais que effectivement c'était des choses qui étaient renvoyées comme étant traitées par ailleurs par les services prévention ou RH, etc. Donc si c'est savoir ce qui se fait concrètement, en tout cas l'enquête ne questionnait pas cet aspect-là de manière précise, voilà. Euh, Après, bon, voilà, après ça serait une réflexion plus générale sur le sujet RPS en entreprise. Euh, je sais pas, Magali, si tu veux. oui, en tout cas, quand on fait le lien avec le sujet des risques psychosociaux, par exemple en lien avec la négociation collective, c'est en tout cas toujours la question de l'articulation entre le contenu et les processus. Et donc, par exemple, il pourrait exister, il en existe très très peu quand même à un niveau national, hein, le fait de pouvoir avoir des accords qui, à la fois, permettent une définition conjointe, par exemple, du risque par les acteurs, enfin en tout cas les parties prenantes de la négociation, mais aussi qui permettent de donner des repères méthodologiques sur la manière dont est traité le sujet dans l'entreprise, les moyens qui sont dédiés à cette prévention. Voilà, par exemple. Mais ça ne répond pas peut-être tout à fait à la question. N'hésitez pas à passer aussi à nous renvoyer des mails si les questions, ou en tout cas les réponses que nous formulons ne sont pas précises. Je déroule parce qu'il y a pas mal de questions et nous allons quand même aussi permettre le témoignage d'Altéris assez rapidement. Il y a une question sur aussi le nombre de personnes qui ont répondu à l'enquête régionale, pardon. Oui, ok. Euh, oui, Rémi. Non, non, bah, vas-y. Non, simplement dire qu'effectivement, comme l'a introduit Rémi, c'est une enquête assez modeste hein, à la fois je dirais, dans son déploiement et dans le nombre de répondants. Et de mémoire, je crois que nous avions, mais j'avoue que là, j'ai plus le chiffre en tête, 130 répondants, ouais. 130 répondants, qui était à la fois une enquête quanti-quali, puisque elle, elle prenait environ quand même une trentaine de minutes aux répondants, hein, donc elle était un peu copieuse, si je puis dire. Et enfin, votre enquête, on identifie les potentiels freins à la négociation collective. Oui, peut-être revenir, Rémi, sur la question. Il y a une dernière question sur les personnes qui ont répondu à l'enquête, là, sur Oui, les alors, bon, potentiels freins. je l'ai évoqué Oui. rapidement, en fait. Donc, effectivement, il y avait une question euh, un peu explicite sur cette question-là. Donc, et ce qui était renvoyé parmi les éléments principaux, c'est ce que je disais sur le fait que c'est des sujets. Ce qui apparaissait en première réponse, c'est des sujets déjà traités ailleurs. Voilà, voilà, à savoir, voilà, il dit que c'était traité par l'encadrement ou par les services RH ou par la prévention. Donc voilà, ça venait relativiser le fait que ça puisse être enfin, l'enjeu de négociation. Ensuite, il y avait des choses qui renvoyaient plutôt à la qualité des relations sociales dans l'entreprise. Voilà, soit le climat social dégradé, qui n'était pas favorable pour aller sur ces sujets-là, soit la qualité du dialogue social, la maturité, la qualité des pratiques de négo ou de, ou de l'intérêt, enfin, ou de pratiques de négo dans l'entreprise, en fait, qui n'étaient pas assez développées. Donc, relations sociales dégradées et dialogue social pas suffisamment mûr et mature et serein pour aller sur ces sujets-là.
Et après, ce que j'évoquais également dans les verbatims, ils allaient sur d'autres aspects, enfin, qui peuvent être des corollaires de ce que je viens de dire, qui étaient sur la complexité des sujets, donc un espèce de frein aussi sur ce type de sujet-là. Et par ailleurs, la complexité intrinsèque du sujet, technique, je dirais, du sujet RPS ou du sujet charge de travail, et la complexité du fait que c'est des sujets beaucoup plus ancrés avec les enjeux de performance ou de production ou d'organisation du travail, enfin voilà, des sujets que l'on sait de toute façon difficiles à travailler de manière concertée dans l'entreprise. Enfin, donc également ces aspects de complexité voilà, plus liés au sujet. Merci Rémi. On va passer donc au témoignage de l'association Alteris et merci aussi aux participants pour vos questions. Alors, donc rapidement, je vais présenter nos interlocutrices dont vous allez faire la connaissance. Florence Le Gallo, vous êtes directrice des ressources humaines chez Alteris. Et Aurélie Plasnet, vous êtes déléguée syndicale CFDT. Alors rapidement présenter Alteris, hein. Vous êtes une association du secteur médico-social et protection de l'enfance, association qui compte plus de 600 salariés sur le département du Puy-de-Dôme. En termes de configuration du dialogue social, vous êtes, je dirais, une structure qui représente assez bien aussi nous répondant à notre consultation régionale, hein, puisque vous avez un dialogue social plutôt structuré, voire très structuré, puisque vous avez un CSE central, des représentants de proximité sur chacun de vos établissements ou sites. Vous avez une commission santé, sécurité et conditions de travail, et vous avez aussi différentes commissions formation, logement, égalité professionnelle. Et en termes d'organisation syndicale, vous avez trois syndicats qui sont représentatifs dans votre structure et bien sûr, vous êtes doté de délégués syndicaux et d'adjoints. Et enfin, une particularité, mais peut-être vous reviendrez dessus, c'est que vous avez un accord interne d'entreprise qui est relatif au statut unique du personnel, puisque, et vous reviendrez dessus certainement, vous avez, avec les partenaires sociaux, conjointement dénoncé il y a quelques années votre lien avec les conventions collectives desquelles vous dépendez. Alors, peut-être, Madame Le Gallo, euh, si je peux commencer par votre prise de parole, hein, vous avez donc, peut-être pour resituer aussi auprès de nos participants, pardon, le cadre de votre témoignage, vous avez récemment négocié donc un accord qualité de vie et conditions de travail sur lequel nous allons revenir un petit peu plus tard. Mais avant de nous en parler, est-ce que vous pouvez nous décrire, bien sûr un peu succinctement ou de manière synthétique, en quoi finalement l'histoire d'Alteris en matière de dialogue social est un peu fondatrice aussi de cet accord QVCT? Oui, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alteris a une histoire particulière puisque notre association, qui est née il y a 13-14 ans, peut-être même un peu plus, le temps passe si vite, 2012. en 2012, donc de la fusion entre deux associations qui appliquaient chacune une convention collective différente. Donc moi, je suis arrivée au moment de la fusion de ces deux associations et on a négocié pendant 4 ans avec les organisations syndicales un accord qui permettait effectivement d'aller vers un statut unique. Voilà. Donc ça a été le démarrage de notre association a commencé par de la négociation. Donc on peut dire que c'est un peu dans l'ADN de l'association de négocier régulièrement avec les organisations syndicales. Voilà, le dialogue social a une part importante dans notre culture. Et voilà. Et je pense qu'on a un dialogue social conséquent et de qualité, même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille et il y a toujours des hauts et des bas, des tensions qui peuvent arriver. Voilà. Donc, voilà, c'est pas idyllique non plus, hein, faut pas rêver, hein. Peut-être sur votre histoire effectivement de dialogue social.
dans le cadre de la préparation de ce témoignage, hein, vous évoquiez qu'effectivement, alors c'est aussi peut-être lié à la période du Covid, hein, qui peut-être a aussi été pour d'autres entreprises ou structures une période pas évidente en termes de dialogue social, mais effectivement, en 2020-2021, vous avez eu des formes en tout cas, de tensions relationnelles un petit peu accumulées. Et peut-être nous parler aussi de cette période. Et puis, évidemment, Madame Plasnet, compléter peut-être ces éléments, Oui, puisque oui, il y vous-même... a eu il y a eu des tensions. Alors, je ne sais pas si je l'associerais au Covid, parce qu'effectivement, ça a été une période très compliquée dans une association où le travail, c'est la relation, et qu'on on accueille des personnes en difficulté tout le temps, au Covid ou pas. Donc, c'est vrai que ça a mis en tension pas mal nos organisations. Non, je pense qu'il y a eu des organisations qui ont été mises en place, des incompréhensions. Des tensions relationnelles à un moment où effectivement il y a eu des événements qui ont été aussi assez mal vécus, sans rentrer dans le détail. Et je pense qu'effectivement on est arrivé à un moment où alors qu'on dialoguait énormément, où ça s'est beaucoup tendu. Et donc je pense que vous pouvez le confirmer. Oui, oui. Bonjour, donc Aurélie Casné, moi je suis élue au CSE, je fais partie de la commission CSSCT et je suis déléguée syndicale adjointe. Donc effectivement, il y a eu des tensions en 2020-2021 qui étaient sans doute plus liées à des changements structurels au niveau de l'association, des changements importants où du coup les élus étaient confrontés quand même aux difficultés des salariés à s'adapter à ces changements et peut-être le sentiment de notre côté de ne pas être entendu par l'employeur, de devoir amener régulièrement les mêmes sujets au sein du CSE, et ce qui a pu sans doute à un moment donné euh, faire que le ton employé n'était peut-être plus le bon. Et, mais il y a eu aussi l'intelligence commune de se le dire, de l'entendre et d'essayer de dépasser cet état. Alors c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de participer à ouais, c'était une action qui était organisée conjointement, je crois, par l'URIOPS et peut-être la RACT, je crois, qui était présente, pour travailler sur le dialogue social. Donc c'est vrai que en tant qu'employeur, on a saisi cette opportunité pour pouvoir échanger. Et donc on a participé à cette action avec les organisations syndicales, donc qui ont joué le jeu aussi, qui sont venus. Il y avait des membres du bureau de l'association, donc la gouvernance, qu'on appelle nous la gouvernance, des membres de la direction, des organisations syndicales, et on a pu à ce moment-là, dans le cadre de certains ateliers, se dire aussi, se dire les choses, se dire ce qu'on avait mal vécu, et je pense que ça a été assez utile pour faire progresser notre dialogue social. Mais de toute manière, moi, ce que je peux noter, c'est que malgré les tensions qu'il y a pu y avoir et qu'il peut y avoir encore, hein, parce que voilà, on n'est pas toujours d'accord, on n'a jamais cessé de discuter et de négocier. Donc ça, je pense que c'est un point effectivement important et qui est vraiment un socle pour pouvoir discuter sur la QVCT parce que c'est pas un sujet simple. Voilà. Oui, les postures sont pas les mêmes en CSE et en négociation annuelle. Et effectivement, les NAO se sont toujours menés Mm. malgré les tensions en CSE. Voilà, c'est deux espaces différents et chacun en a bien conscience. Mais bon, je rejoins Madame Le Gallo, le dialogue social est quand même constructif et à altérer. Mm. Peut-être puisque dans l'enquête régionale, il était indiqué effectivement la question de la méthode, ou en tout cas des repères qui permettent d'avancer. Je crois savoir que chez vous, vous avez ce qu'on appelle, je dirais, autour de la négociation, en tout cas un agenda social que vous vous fixez. Peut-être nous en dire quelques mots là. Oui. Vraiment. Donc, on démarre les négociations en début d'année avec les organisations syndicales qui amènent leurs revendications. On fixe le calendrier de manière commune entre les représentants de l'employeur et les organisations syndicales.
En parallèle des revendications des organisations syndicales, l'employeur amène des thèmes qu'il souhaite aborder en fonction de la périodicité des accords. Mhm. On a une réunion par mois où bon, voilà, on avance au fur et à mesure des discussions et l'employeur, en début d'année, en général, nous amène les réponses à nos revendications, savoir si elle demande un certain budget, ben, de nous répondre si c'est possible ou pas. Et voilà, et on discute, comme on a discuté de l'accord intergénérationnel, de la mise en place du CSE, de son renouvellement. On a aussi pu négocier un accord sur l'égalité professionnelle. Euh, voilà, Oui, et puis on j'en discute oublie sans doute. régulièrement sur notre accord, ce que j'appelle notre Bible, c'est-à-dire Le notre accord statut. d'entreprise, où on le réinterroge régulièrement parce que ben, on a besoin effectivement parfois de se repréciser ce qu'on voulait dire derrière un terme. Donc là aussi, on a des discussions régulières et on a retravaillé il n'y a pas Ouais. longtemps sur une refonte ou une rénovation, on va dire, de notre accord. Donc on discute en permanence. Ouais, ouais. Merci pour ces premières réponses. Peut-être toujours en lien avec l'investigation régionale, il ressort effectivement, encore une fois, que certains leviers, en tout cas, sont plutôt favorables à une négociation mutuellement acceptable et que ces leviers-là, effectivement, facilitent les processus de négociation. Peut-être, je crois savoir, vous avez, vous, mené aussi un travail sur ce que nous appelons la question du diagnostic partagé sur la QVCT. Peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots, en tout cas sur ce processus préalable, je dirais, à l'ouverture pour vous de la négociation dédiée au sujet de la QVCT. Oui, tout à fait. On a effectivement, à l'action, et puis où on avait quand même en tête de travailler sur la QVCT, parce on a quand même une association avec des risques psychosociaux quand même importants. On a des métiers qui travaillent, enfin, c'est des métiers de la relation, donc on est confronté en permanence à des publics fragiles, difficiles. Et donc, les risques psychosociaux, c'est un sujet, c'est un vrai sujet au sein de notre secteur d'activité globalement et donc au sein de l'association. Donc voilà, et donc le sujet de la QVCT, c'était un sujet dont on voulait s'emparer. On avait envie aussi, parce que on travaille sur, on a de la consultation avec le CSE, de l'information, de la consultation, des négociations, mais c'est vrai que les espaces de concertation étaient un petit peu moins prégnants au sein de l'altérisme, même si on avait certains travaux qu'on a menés plutôt sous cette forme-là. Mais on avait besoin de s'appuyer sur un diagnostic. Et ce diagnostic, on l'a fait de manière partagée, c'est-à-dire voilà, avec l'aide de l'ARACT. Et on a travaillé, parce que c'est une méthode quand même, hein, il faut quand même bien connaître son sujet, parce que la QVCT, c'est extrêmement multiple comme sujet. Et donc, on a travaillé on a constitué une commission, un groupe avec des membres du bureau de l'association, des membres de la direction, des cadres intermédiaires et des représentants des organisations syndicales. Donc, chaque organisation syndicale avait a pu proposer des intervenants là-dessus. Et donc, il y a eu un gros travail, parce que ça a duré quand même un certain temps, pour deux discussions autour donc des différents sujets de la QVCT. Et on a finalisé en fait ce diagnostic avec une consultation des salariés sous forme d'un questionnaire. Voilà. Et qu'on a analysé. Euh, on en a tiré un certain nombre d'axes de travail qu'on a d'ailleurs présentés Oui. aux salariés. On est venu, organisation syndicale, employeur, présenter effectivement les résultats du diagnostic dans nos établissements. Et voilà. Et la gouvernance, enfin, c'est-à-dire le bureau, a décidé effectivement d'un certain nombre de thèmes prioritaires. Donc, notamment la conduite du changement, mais aussi la charge de travail des cadres, l'harmonisation des pratiques managériales et puis la santé et la sécurité au travail. Donc voilà, ça c'est les sujets qui sont ressortis de notre diagnostic. Mais peut-être que vous Oui. les...
Alors, ce qu'on a pu se dire, c'est que la QVCT, c'est un sujet complexe et large qui recouvre de nombreuses dimensions, comme l'organisation du travail, son contenu, comment il doit être réalisé, les relations professionnelles, le dialogue social, le développement des compétences et des parcours professionnels. Mais c'est aussi la QVCT, comme vous le disiez, des principes, une méthode à suivre et qu'il faut définir. Et donc, on a travaillé plus précisément sur cette méthode au travers des 4 thèmes Mm. que l'association avait fait ressortir. Donc, l'enjeu était de partager, enfin, notre enjeu commun, c'était d'intégrer la QVCT et d'organiser sa prise en charge dans le fonctionnement global d'Alteris. Euh, et c'est là que la RACT a pu nous apporter son soutien. Peut-être pour revenir aussi sur un certain nombre de dimensions, pour vous en tant que du coup négociatrice, quels sont en tout cas les principaux ingrédients ou prérequis qui vous ont permis d'aboutir à l'accord QVCT, parce que vous venez de le dire, hein, c'est un sujet complexe hein, qui nécessite à la fois de s'approprier le fond, de quoi on parle quand on parle de QVCT. La QVCT n'est pas que, je dirais, il y a une centralité du travail, hein, des questions du travail et des conditions de réalisation du travail. Il y a effectivement, et donc il y a besoin de se mettre d'accord aussi sur la manière de définir la QVCT. Mais au-delà de ça, vous l'avez dit aussi, Madame Plasnet, c'est vraiment la question de la méthode. Hein, c'est comment on va, de manière méthodologique, s'emparer du sujet et le développer dans l'entreprise. Du coup, comment, enfin, en tout cas, quels sont oui, à la fois les ingrédients peut-être ou les prérequis que vous avez, qui vous ont permis d'aboutir à l'accord QVCT, puisque c'est un sujet assez complexe. Alors, à mon niveau, moi, ce que j'en pense, c'est d'abord qu'effectivement, la culture du dialogue est importante. Donc, ça a été un ingrédient favorable parce que c'est un sujet, effectivement, la QVCT, tout le monde le dit, assez complexe. Donc, il y a cet élément-là, c'est-à-dire on a l'habitude de négocier, de discuter. On a fait un diagnostic partagé. Donc, on a déjà des pistes sur lesquelles travailler. Donc ça, c'est aussi très important, à mon avis. Et je pense que sans ce diagnostic, on n'aurait pas avancé. Il y a aussi besoin, à mon sens, euh, d'avoir une bonne connaissance du sujet. C'est-à-dire que les négociateurs, si c'est plus difficile, je pense qu'Aurélie Plasnet va le confirmer, si les négociateurs ne connaissent pas le sujet de la QVCT, on n'a pas travaillé un peu avant, c'est très difficile de rentrer dedans. Donc peut-être oui. Oui, donc moi je suis déléguée syndicale adjointe depuis 1 an et demi environ et donc j'ai débarqué dans ce processus en cours de route. J'avais pas participé aux travaux sur le diagnostic partagé. Je manquais de repères sur la QVCT. J'avais suivi une petite formation, mais voilà, j'avais pas suivi tous les travaux. Et j'avais juste eu, comme l'ensemble des salariés, la restitution qui avait été faite par l'employeur et les OS et les éléments qui nous avaient été rapportés en CSE. Et donc, il a fallu que je m'imprègne un peu du sujet, de le comprendre. J'ai posé pas mal de questions au démarrage. Euh, donc, une fois qu'on a démarré cet accord, la question, c'était de savoir comment ça allait être perçu par les salariés, enfin, en tout cas du côté des organisations syndicales. On se demandait, est-ce que ça va aboutir sur des mesures concrètes? Euh, voilà, on avait encore les questions des salariés. Donc, bon, voilà, il y a eu toutes ces questions qui ont conduit petit à petit à un essoufflement aussi en cours de négociation. Avant ça, effectivement, un des prérequis, il faut se faire confiance quand même, un minimum. C'est-à-dire que à notre niveau, il faut qu'on ait confiance effectivement dans les organisations syndicales et l'inverse est aussi très vrai. Euh, Nous, je sais à notre niveau et alors, de mon point de vue, hein, pour négocier la QVCT, il nous a fallu dépasser des craintes mutuelles, puisque effectivement,
mais peut-être que Aurélie le confirmera, je pense que les organisations syndicales avaient un peu une crainte d'être, je vais mettre tous entre guillemets, instrumentalisées. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on a signé un accord, donc on est engagé finalement. Quand on signe un accord, on est engagé par ce qu'on signe. Et peut-être que les organisations syndicales avaient quelques réticences à un moment à s'engager. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, effectivement, il faut bien faire la part des choses entre le compromis, qui est le propre de la négociation, et la compromission. Et parfois, voilà, la vision peut être un peu tronquée entre ces deux notions. Et puis, de la part de l'employeur, moi, j'ai ressenti une crainte aussi, de la même manière, de ne plus maîtriser le temps passé sur le sujet de la QVCT et aussi de perdre la maîtrise des décisions. Avec notamment avec ce qu'on a mis en place. Donc, on rentrera peut-être dans le détail un petit peu plus tout à l'heure des actions concrètes qui ont été mises dans notre accord. Mais voilà, c'était des freins qui ont été difficiles à lever et on a un peu pataugé à un moment. Il y a eu comme un coup de frein parce que voilà, il y avait ces craintes de chaque côté. Et ça n'a pas été simple. Et justement, voilà, ce dont parlait Aurélie, c'est effectivement une sensation d'essoufflement à un moment dans la négociation. Oui, tout à fait. Oui, nous, on avait besoin de pouvoir apporter des réponses aux salariés, qu'il y ait des choses concrètes qui se passent. Voilà, on négocie sur une amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. Et on avait le sentiment voilà, on redisait souvent les mêmes Mm. choses, mais finalement sans qu'il y ait rien de concret qui aboutisse. Et finalement, une fois qu'on a pu poser cette question de l'essoufflement, et ben je trouve, enfin là ça me met un peu personnel, mais je trouve que c'est à ce moment-là qu'on a pu, en quelques séances finalement, Mm. avancer sur quelque chose enfin, sur notre accord et poser des choses beaucoup plus concrètes. Ça s'est fait sur le dernier tiers. Ouais, Ah, ouais, tout à je fait. le mesurerai un peu comme ça. On a eu besoin d'intégrer un certain nombre de choses, voilà, et puis surtout que dans notre accord, en fait, ça touche précisément nos manières de travailler, en fait, la façon dont on met en place des espaces pour en parler, et c'est vrai qu'on était vraiment dans le flou sur quelle thématique, comment on allait mettre ça en place, le temps que ça allait prendre, comment on allait remplacer les gens qui seront en train de discuter, enfin voilà, Ouais. tous ces sujets sur effectivement des choses encore floues pour nous ont été difficiles à surmonter. Et puis finalement, effectivement, on a décidé d'aller finalement au plus simple, de peut-être de réduire un peu la voilure sur ce Mm. qu'on s'était imaginé. Et voilà, et l'apport d'un regard extérieur et d'un tiers a été très bénéfique à ce moment-là parce que il nous a permis, bon, déjà d'apporter des compétences techniques sur le sujet, donc ça c'était très important. Et en cela, l'ARACT a vraiment joué son rôle pleinement. Et puis aussi jouer un rôle de tiers et qui nous renvoyait à certaines choses. Donc c'est vrai que le tiers dans ces négociations n'a pas été inutile, bien loin de là. Oui. Merci. Peut-être avant de clôturer votre témoignage, peut-être donner aux participants quelques repères, peut-être sur votre accord QVCT, que je qualifierais d'un accord un peu mixte, parce qu'il est à la fois très méthodologique, c'est-à-dire que vous êtes sur un accord qui donne comment demain vous allez travailler au long cours la question je dirais plus globalement de l'amélioration des conditions de travail au quotidien, au plus près des situations de travail. Mais aussi, vous avez quand même retenu pour ça qu'il est mixte, en tout cas je le qualifie comme ça, puisque vous avez retenu deux grands sujets thématiques, hein. Le premier étant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, la question de la conduite des changements, et puis la question des irritants organisationnels. Peut-être si vous pouvez nous donner quelques repères. Oui, donc sur les quatre, effectivement, les quatre axes peuvent être traités au travers de notre accord méthodologique.
Et on a pris le parti de travailler plus précisément sur les espaces de discussion sur le travail pour accompagner les salariés dans la conduite du changement et traiter les irritants organisationnels. Donc, notre accord, en fait, définit comment mettre en place ces espaces de discussion sur le travail, quels sont les moyens à mettre en œuvre, quels sont les prérequis pour y arriver. Donc, je reprends un petit peu mes notes. Je ne sais plus à quel endroit. Voilà. Dans les prérequis qu'on a pu se dire, c'est de définir ce que sont les espaces de discussion sur le travail et ce que ça n'est pas, en fait. Donc, par exemple, ce n'est pas un lieu de règlement de comptes interpersonnels. Euh, c'est un lieu qui permet l'expression, par contre, d'une pluralité de points de vue et suppose une valeur égale accordée à chacun d'eux. Donc, l'association a décidé d'accorder des moyens pour les animateurs de ces espaces de discussion sur le travail. Donc, ils seront tous formés à terme. On a pu aussi émettre quelques contre-indications à la mise en place de ces espaces, notamment quand il y a des conflits au sein d'une équipe. Euh, et à ce moment-là, l'association s'est dit qu'il faudrait passer par un travail préalable avant la mise en place d'espaces de discussion sur le travail. Voilà, je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Non, on parle un petit peu de l'expérimentation aussi, Oui, mais bon, c'est assez mélangé parce qu'on expérimente aussi les EDT, enfin les espaces de discussion sur le travail. Euh, donc c'est vrai que en fait, on est sur quelque chose qui marque quand même un changement de méthode, en fait. Alors ça peut paraître rien ou pas grand-chose. Mais c'est un changement de fond, à mon avis, hein, ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, c'est aussi lié à une forte volonté, je pense, commune, parce qu'on a effectivement des risques psychosociaux importants et un absentéisme, hein. On est comme tous les autres, hein. On est aussi fortement impacté par l'absentéisme ambiant, on va dire, et qui ont un impact très fort sur la qualité de vie et des conditions de travail aussi des salariés, de ceux qui restent, on va dire. On a aussi un problème d'attractivité dans nos métiers. C'est des métiers qui sont euh, peut-être un peu moins bien rémunérés que ce qu'on pourrait souhaiter. Et donc, c'est vrai que sur ces deux sujets-là, et on n'a pas des moyens non plus, bon, on est financé sur fonds publics. Donc, pour nous, la QVCT, c'est un moyen de réduire effectivement l'absentéisme et les risques psychosociaux et peut-être d'améliorer l'attractivité. Donc c'est vrai que c'est un sujet fort pour nous et donc on est très motivés, on a une vraie conviction. Mais c'est vrai que malgré la conviction, malgré l'envie de faire, ça reste une négociation délicate et pas simple à mettre en œuvre. Voilà. oui, mais on a réussi quand même à le construire ensemble. Mm. Voilà, à se dire que même si tout nous paraît urgent et prioritaire, bah, il faut recentrer et faire des compromis. Donc, voilà, on a aussi l'espoir que ces espaces de discussion sur le travail fassent émerger les besoins et comment permettre à chacun de pouvoir se sentir davantage valorisé dans son travail. Et voilà, on espère pouvoir mesurer les effets, les effets concrets dans le temps. Oui, parce que je dirais, on est vraiment qu'au début, hein. Je voudrais pas démotiver ceux qui commencent, mais bon, on a signé un accord, certes, mais tout est encore à mettre en place. Donc, on a discuté, même après la signature de l'accord, on continue à discuter pour voir comment on va mettre en œuvre l'accord. Et on va y aller progressivement parce que, bon, avec des établissements pilotes, on va faire des retours d'expérience sur un établissement qui a dû procéder à un changement important. Et donc, on est arrivé un peu tard avec notre accord. L'accord n'était pas encore signé. Et donc, on a décidé finalement de faire un retour d'expérience. Et qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer par rapport à ce qui a été mis en œuvre. Donc ça, c'est une première chose.
et puis on démarre sur la mise en place des EDT, sur une structure aussi qui se transforme. Et avec, effectivement, il se trouve que les animateurs sont également des négociateurs, donc ils ont participé à toutes les négociations et ont bien une compréhension forte de ce que c'est qu'une EDT et des enjeux qu'il y a derrière et comment aussi animer, parce qu'on n'a pas eu le temps de former tout le monde. Donc c'est vrai que la formation, bah, c'est aussi des moyens, il faut mettre en place dans le plan de développement des compétences. Et donc, la formation des animateurs potentiels et volontaires, évidemment, sera mise en place qu'en 2027. Donc, mais ça ne nous empêche pas d'avancer tranquillement. On communique aussi doucement. C'est pas youpi, yahoo, on a signé un accord, tout va aller pour le mieux tout d'un coup. Donc, on y va tranquillement pour pas avoir un effet déceptif aussi. Donc, on est un petit peu sur des... voilà. Il faut y aller doucement. Et pas être trop ambitieux, je pense. Voilà. Donc, on n'a pas fini, on commence. Peut-être pour clôturer et puis laisser la place évidemment aux questions-réponses, j'invite les participants à commencer peut-être à poser quelques questions via la petite fenêtre questions-réponses. Peut-être vous l'avez dit un peu, Madame Le Gallou, hein, en tout cas, si vous aviez deux, trois, enfin Madame Le Gallou et Madame Plasnet, si vous aviez deux, trois conseils peut-être que vous pourriez donner à des négociateurs qui souhaiteraient justement engager demain des négociations sur la QVCT. Bon, faut pas être trop pressé. Il faut vraiment se donner le temps de l'échange. Il ne faut pas vouloir signer à tout prix et en même temps, il faut quand même avancer. Voilà. Donc, il faut des repères méthodologiques certains pour qu'on puisse progresser. Donc, Oui. Oui, et puis bon, pas hésiter à faire appel à un tiers qui est, comment dire, plus, plus repérant en fait, et plus repéré justement sur ce qu'est la QVCT. Donc nous, on avait fait appel à l'ARACT. Merci pour votre témoignage. On va peut-être passer à la phase de questions, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure avant la fin de notre webinaire. Peut-être Rémi ou Estelle, s'il y a des questions dans le... Alors, effectivement, il y a une première question, n'hésite pas à enchaîner sur d'autres questions. Combien de séances de négociation ont-elles été nécessaires pour aboutir à votre accord? Arriveriez-vous à identifier le ratio du temps passé pour la préparation, le diagnostic partagé et les séances de négociation proprement dites? euh, pff, alors, on n'a pas compté. Mm. On n'a pas compté. Le diagnostic partagé, on a mis un an, même peut-être un petit peu plus. Je pense, allez, on va dire qu'on a pris 2 ans pour aller du début du diagnostic jusqu'à la restitution aux salariés. Ensuite, on a décidé de négocier un accord d'entreprise. Et là, je pense qu'on a bien mis aussi un an et Un et demi. demi. Mm. Un an et demi, à raison de pratiquement une séance de négociation par mois. Voilà, avec des séances de 4 heures en Oui. général. En plus des autres sujets de négociation. Donc oui, c'est un vrai investissement hein, en temps. Ouais. Mm. Alors, d'autres questions arrivent. En termes de méthode, diriez-vous que faire l'évaluation des RPS avant de rentrer dans une négociation d'accord QVCT est ou devrait être un prérequis pour mieux prioriser les sujets, les espaces de discussion? Merci. Je vais répondre, mais je vous laisserai. Alors, les RPS, c'est un des sujets de la QVCT, en fait. Donc, nous, on fait une analyse des risques dans le cadre des DUERP. Et donc, on a déjà ce travail, mais je pense que comme toutes les entreprises qui travaillent déjà là-dessus. Donc, les RPS, c'est un risque effectivement important chez nous, mais c'est un risque parmi d'autres, j'ai envie de dire, même s'il est prégnant. Et nous, on n'a pas fait de diagnostic spécifique sur les RPS avant de travailler sur la QVCT. Non, je pense, vous me dites si je me trompe, mais je pense qu'effectivement, le questionnaire qui a été adressé aux salariés a été construit en fonction de l'évaluation des risques qui se fait Mm. voilà, régulièrement au sein de l'association. Mm. Et du coup, il a été orienté en fonction des risques repérés au préalable.
Bon, donc c'est intéressant, il y a une articulation entre différentes démarches, les démarches d'évaluation d'un côté, les démarches de négociation de l'autre, en fait. Oui, Tout puis à fait. différentes instances au sein de l'association. Nous, les DUERP, on les fait, c'est-à-dire les équipes réalisent les DUERP en fait, avec l'accompagnement du responsable ou d'un responsable qualité. Et donc, c'est vrai que les équipes sont partie prenante dans l'évaluation des risques. Donc voilà, donc je pense qu'on a une vision assez claire quand même des risques psychosociaux. Autre question, avez-vous identifié le sujet de l'impact de l'intelligence artificielle générative sur vos métiers et le travail comme un sujet de dialogue social et pensez-vous y consacrer un espace de discussion? Ah, c'est une excellente question. Ça commence à nous impacter à différents niveaux. Et oui, on s'interroge sur comment gérer, comment maîtriser effectivement l'intelligence artificielle. Mais ça a commencé d'abord par les réseaux sociaux, avec effectivement l'utilisation des réseaux sociaux qui peuvent parfois être problématiques au sein des équipes, et qui sont immaîtrisables par l'employeur. Donc ça, c'est un sujet effectivement sur lequel on est attentif, mais on n'a jamais vraiment discuté là-dessus, je pense pas. Alors, en CSE, c'est revenu Un peu, ouais, ouais, la question peut-être. des réseaux sociaux est revenue Oui. régulièrement quand on constatait des tensions au sein de certaines équipes. Je ne me prononcerai pas sur l'intelligence artificielle. Sur J'ai pas... l'intelligence artificielle, on se rend compte que ça commence à poser question parce que quand on a effectivement des éducateurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour rédiger des rapports sur des enfants, ça pose aussi la question de la confidentialité des données. On ne sait plus où ça se balade hein, quand on rentre des données sur ChatGPT ou sur Copilot ou sur un autre générateur, c'est vrai que ça pose question. Mais on n'est qu'au début des questionnements, parce que moi, à aucun moment, je pouvais imaginer qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Donc, on découvre, en fait, on découvre. Voilà. Merci. Pas d'autres questions. Je n'en vois pas non plus de mon côté. Laissez quelques minutes. Sinon, en tout cas, Madame Plazenet et Madame Le Gallou, vous remercier sincèrement pour votre témoignage, sincère aussi d'ailleurs, Oui. les objectifs de ce que cela demande à la fois, je dirais, de négocier, mais aussi de négocier plus particulièrement sur la qualité de vie et les conditions de travail. J'espère qu'on n'a pas fait trop peur aux participants. Nous le souhaitons également. Peut-être pour finir et rester effectivement dans le temps imparti dans le cadre de ce webinaire, je vais repartager, mais très très rapidement pour libérer chacune euh, le support et vous donner quelques éléments, puisque le support, comme cela a été dit alors en début de webinaire, d'une part, il y a un enregistrement, donc le webinaire sera accessible ultérieurement en replay. Peut-être, donc, comme Rémi l'a présenté tout à l'heure, ce qui nous semble en tout cas de manière, je dirais, alors à la fois méthodologique, mais aussi opérationnelle, comme étant trois leviers, piliers qui sont nécessaires d'être instruits ou regardés quand on s'intéresse à la négociation sur le champ des conditions de travail. C'est effectivement, et ça a été assez bien dit aussi par nos témoins, hein, c'est peut-être en préalable s'intéresser à la question de la qualité des relations, hein, qui est un prérequis important, puisque s'il n'y a pas une forme de qualité relationnelle, hein, d'écoute, de posture, enfin, ça a été dit, Madame Le Gallou a employé le terme de confiance aussi, hein, alors il est difficile de s'emparer, je dirais, à la fois des processus, mais même de s'approprier les contenus et de pouvoir les partager conjointement. Donc ça, c'est le premier levier qui est intéressant de regarder de manière un peu précise quand on s'intéresse à la négociation sur la question des conditions de travail et même sur les négociations en général. Il y a bien évidemment la question de la qualité des processus, hein,
effectivement à la fois la perception qu'ont les acteurs négociateurs de l'intérêt, de l'utilité de la négociation elle-même et puis de la culture qu'il y a dans l'entreprise. Et là encore, nos témoins d'Alteris ont assez bien illustré cette question de l'histoire, ou en tout cas de la culture dans l'entreprise, de la négociation, mais c'est aussi tout ce qui est des repères partagés, méthodologiques pour négocier progressivement sur des sujets un peu complexes tels que la QVCT. Et c'est enfin la question de l'appropriation hein, des contenus. C'est le fait d'avoir de manière équilibrée une maîtrise des sujets qui sont à traiter, qui sont souvent complexes, comme cela a été dit sur la QVCT. Hein. C'est un champ très large, mais c'est aussi un champ très spécifique selon les organisations. Pour Alteris, c'était effectivement la question notamment de la conduite du changement qui était le sujet prégnant même si par ailleurs les autres sujets de la QVCT, type le dialogue social ou la prévention des risques psychosociaux, étaient traités, par ailleurs. Donc c'est vrai que quand on invite, nous, à s'intéresser à ces sujets, on invite aussi les acteurs à regarder d'un peu près ces trois leviers et de pouvoir mener peut-être un diagnostic sur le sujet, un autodiagnostic sur le sujet avant de démarrer. Enfin, vous donner quelques repères sur un certain nombre de ressources qui sont à disposition. Donc, vous les aurez également à disposition sur le site de l'ARAC, je crois, Estelle, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, via le support, vous avez un certain nombre de repères. Donc, vous avez la restitution de l'investigation régionale menée en Auvergne-Rhône-Alpes l'an dernier. Vous avez bien un DQS, un 10 questions sur, pardon, la conduite de la négociation collective qui donne un certain nombre de repères que nous avons travaillé il y a 3 ans de cela sur la négociation collective en lien avec le champ des conditions de travail. Vous avez toute une batterie d'informations sur les bilans de la négociation collective. Donc là, c'est plutôt l'approche quantitative, hein, si vous êtes intéressé par des données à la fois au niveau national via les bilans de la Direction générale du travail, mais aussi au niveau régional via l'espace ressources DDS. Vous avez les liens dans le document. Et enfin, vous avez un certain nombre de ressources d'autres régions, mais aussi plutôt en lien avec des thématiques, conditions de travail un peu spécifiques. Vous avez des repères sur l'égalité professionnelle ou encore le télétravail. Et bien évidemment, vous avez la page dédiée à la QVCT, accessible sur notre site. Voilà, en tout cas, remercier encore une fois chaleureusement Madame Plasnet et Madame Le Gallo pour leur témoignage riche. Remercier bien sûr mes collègues, Rémi Côté et puis Estelle Bourgeon, que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, mais qui est la cheville ouvrière aussi technique de la réalisation de ce webinaire. Et bien évidemment, remercier chaleureusement les participants en espérant à vous avoir intéressé au sujet.